Amis internautes, bonjour et bienvenue sur le plateau de Cloud Experience. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet un peu nouveau qui s'appelle le Cloud Service Brokering. Et pour ça, j'ai le plaisir d'avoir Jean-Philippe Defrance qui est architecte solution. Architecte solution, ça veut dire quoi déjà? Eh bien, en fait, je vais identifier les opportunités en amont de cloud et aussi dans le domaine de l'ITSM, donc la gestion des services informatiques. Et puis ensuite, je vais participer à la conception des solutions en tant que telles chez les clients. Alors, le Cloud Service Brokering, c'est pas un nouveau terme à la mode. Est-ce que moi, ça me fait penser à ce qu'on voit à la télévision, les comparateurs, qui est le moins cher, etc. C'est un peu ça dans le cloud ou pas? Alors, il y a l'idée, effectivement. Après, le Cloud Service Broker, c'est beaucoup plus qu'un comparateur. Un comparateur qui va comparer les différentes offres, va donner certaines informations, par exemple, si on parle de services informatiques et pas de voyage, de performance, par exemple, entre autres performance des composants techniques, ou comparer différentes certifications, par exemple en termes de sécurité. Le courtier, le broker, lui, va permettre de contractualiser directement avec les fournisseurs et d'apporter en fait un peu plus de valeur. Donc c'est la principale différence qu'on va avoir entre un comparateur simple qui existe déjà sur le marché et le broker de service cloud. Donc il va un peu plus loin, mais alors du coup, c'est quoi les outils? Il y a des baguettes magiques, des API qui viennent de l'espace, comment ça se passe? Alors non, aujourd'hui, il n'y a pas de baguette magique. Pourquoi? Parce qu'en fait, dès qu'on parle de cloud, on parle de cloud souvent hybride. En tout cas, c'est une vision aujourd'hui qui est partagée. Et aujourd'hui, que ce soit chez soi, dans l'entreprise, avec son cloud privé, ou dans le monde du public, avec par exemple des acteurs comme Amazon, Google ou HP, eh bien, les standards qui sont utilisés vont être différents. Donc, pas de baguette magique, il faut construire une solution qui va nous permettre d'intégrer, de dialoguer avec les différents fournisseurs internes ou externes. Alors justement, ce service broker, lui, il va savoir parler avec l'un et l'autre. Il va faire l'interface entre les fournisseurs de services et vous. C'est un peu ça le principe, l'idée? Voilà, en fait, il va se positionner comme un acteur de confiance auprès des utilisateurs. Il va présenter en fait un catalogue de services qui va être unifié, donc à partir de laquelle l'utilisateur va pouvoir consommer en fait des services de n'importe quel fournisseur et à la limite même sans savoir qui va être le fournisseur, d'accord, puisque l'utilisateur, ce qui va lui importer, c'est consommer le service. Mais le catalogue de service, il n'est pas chez moi, où il y en a deux, il y a le catalogue chez moi et le catalogue du service broker. Comment ils interagissent? Alors effectivement, on va avoir un catalogue de services qui est celui du broker. Ouais. Ce dernier peut être intégré, puisqu'aujourd'hui il y a beaucoup de catalogues de services différents dans l'entreprise, peut être intégré dans un catalogue qui va être plus global. L'idée, c'est de proposer un catalogue qui va être unifié par rapport à ceux des différents fournisseurs. D'accord. Et qui va se rapprocher de la demande des métiers. Et donc, si moi je suis utilisateur métier, est-ce que quelque part je ne donne pas les clés du camion au Cloud Service Broker? Ça peut être une possibilité, effectivement. Alors, on va différencier le broker qui va être interne d'externe, Ouais. Puisque donc, quand il va être interne, on va suivre en fait les polices de sécurité, de sourcing de l'entreprise. Et donc là, le métier peut plus facilement un peu donner les clés au broker, puisque le broker va appliquer de toute façon les règles de l'entreprise. Pour un broker externe, ça peut être un peu différent, puisque là, on ne va pas appliquer les principes qui sont ceux de l'entreprise, à moins de les définir très précisément dans le cadre de la contractualisation avec ce dernier. C'est ce que ça veut dire adieu vos vaches cochons, gouvernance, sécurité? Effectivement, c'est pour ça qu'aujourd'hui, construire un broker, ça va être plus facile de le construire en interne en fait, que de faire confiance à une tierce partie, parce qu'on va avoir plus d'alignement avec les principes actuels de l'entreprise. Alors, si on fournit le service à un cloud service broker externe, c'est un peu adieu vos vaches cochons en termes de sécurité, de performance et de disponibilité. Comment ça marche ça? Donc, effectivement, les principes de sécurité de l'entreprise doivent être respectés pour l'ensemble des services qu'on va fournir aux utilisateurs. Et donc, un broker, donc ça peut être interne ou externe, et lorsque ça va être externe, il va falloir s'assurer que tous ces principes de sécurité soient respectés. Donc, dans un premier lieu, il faut bien définir au niveau stratégique quels sont ces principes.
Et c'est quelque chose qui n'est pas forcément toujours fait, donc c'est une première base de départ pour pouvoir non seulement les appliquer en interne, mais aussi mesurer ensuite les fournisseurs des différents services. Et donc ça passe du coup par cette stratégie qu'on va définir et ensuite par l'implémentation, donc à travers des outils, entre autres par exemple de supervision, de contrôle des aspects sécurité, La confiance performance. n'exclut pas le contrôle. Exactement. Et il faut trouver la balance entre les deux. Alors, si j'ai un broker interne ou externe qui est capable de déplacer des workloads comme ça, parce que d'un seul coup, les SLA sont meilleurs chez Pierre que chez Paul, comment est-ce que ça se traduit en termes de SLA de la production? Est-ce que c'est pas un peu antinomique? J'ai des SLA qui se baladent ou des workloads qui se baladent un petit peu comme ça au fil du vent? Alors en fait, la vision que l'on a aujourd'hui, c'est une vision qui est complètement automatisée de la mise en œuvre du cloud. Et donc, ce mouvement de workload d'un fournisseur à un autre, pour une application qu'on va appeler cloud native, qui va être développée en ayant en tête les API, les frameworks du cloud, en fait, tout va se passer de manière complètement automatisée. Donc, il y a toujours besoin d'une couche opérationnelle pour gérer les différentes infrastructures et pour régler les problèmes quand il y en a, mais ça va se passer de manière complètement automatisée. Alors, vous êtes vous-même un cloud service broker. Est-ce que vous fournissez des services de brokering? Elle est quoi la valeur ajoutée? Alors aujourd'hui, HP va pouvoir fournir d'une part des services, pas spécialement de brokering, mais plus généralement d'intégration de services, d'accord, qui est une fonction en fait plus globale qui va pouvoir inclure cette partie de broker. Sachant que ce n'est pas un service qu'on va le proposer spécifiquement pour le cloud, mais d'une façon générale. Et donc ça peut inclure des services cloud qui sont des services informatiques comme les autres. Ensuite, on a des outils, des logiciels, puisque le cloud, c'est majoritairement logiciel. Bien sûr. On entend beaucoup parler de la Cloud Management Platform. Et bien, on est en capacité de fournir un portail unifié aux utilisateurs, et puis la couche d'orchestration et d'automatisation pour pouvoir non seulement construire les services de cloud, mais aussi communiquer avec les différents fournisseurs. Alors pour conclure, Jean-Philippe, quel conseil vous donneriez à quelqu'un qui veut se lancer dans le brokering? À quoi il faut faire attention, les erreurs à ne pas faire? Un petit conseil d'ami. Eh bien, le premier conseil que je pourrais donner, c'est de bien considérer quels sont les enjeux. Puisque, comme au départ, beaucoup de clients pensaient cloud égale VM, égale machine virtuelle. Eh bien, avec le Cloud Service Broker, ce n'est pas juste aller chercher une machine virtuelle, un coup chez Amazon, un coup chez Azure, un coup chez Google. Non, la vraie valeur, elle est au niveau des applications, des services complexes. Et donc, c'est bien de réfléchir à ces cas d'usage et non pas juste à la machine virtuelle sur laquelle le gain sera minimal. Merci Jean-Philippe et amis internautes, ne quittez pas, on se redonne rendez-vous très vite pour un prochain sujet sur Cloud Experience.